Si vous étiez Brad Pitt et que vous étiez pris au piège au milieu d'une épidémie mondiale de zombies, que feriez-vous? Tout le monde autour de vous a soudainement été transformé en une horde de mordeurs de chevilles sauvages dotés d'une vitesse et d'une agilité surhumaine. Et au final, votre seul espoir de survie est de battre la maladie dans sa propre game zone. J'espère que vous avez apporté votre plot armor, parce que je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre l'apocalypse zombie dans World War Z. Cette famille sans méfiance est sur le point de vivre la journée la plus terrifiante de sa vie. Tôt le matin, alors qu'il est coincé dans un embouteillage quelque part dans le centre-ville de Philadelphie, Jerry Lane, ancien agent des Nations Unies, devenu père de famille, joue à un jeu de 20 questions avec sa femme Karine et leurs 2 filles, Rachel et Connie, qui sont en âge d'aller à l'école. Au début, la journée semble normale, mais ils ne peuvent s'empêcher de remarquer le nombre inhabituel d'hélicoptères qui survolent constamment la ville, ainsi que quelques piétons sur le trottoir qui ont l'air de fuir quelque chose. Curieux, Jerry allume la radio et le journaliste parle d'une épidémie mondiale de rage. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de la rage. Ils sont sur le point d'être pris dans une apocalypse zombie à l'échelle mondiale. À ce moment-là, un policier à moto passe à toute allure entre les 2 voies et détruit le rétroviseur latéral de la voiture sans même ralentir. Quelques secondes plus tard, une explosion secoue la chaussée quelques rues plus loin et tout le monde dans le secteur commence immédiatement à paniquer. Un autre policier exhorte Jerry à rester dans la voiture, quand en un clin d'œil, il est complètement anéanti par un camion poubelle qui roule à toute allure. Réfléchissant rapidement, Jerry enclenche la vitesse et commence à suivre le camion qui se ferait un chemin à travers les voitures qu'il précède. Le conducteur, infecté, le pied toujours bloqué sur l'accélérateur, parvient à s'engager dans une rue secondaire. Mais alors que Jerry et sa femme se concentrent sur les enfants, ils finissent par être violemment percutés par un véhicule qui traverse la route, ce qui détruit complètement leur voiture. Heureusement, ils s'en sortent tous les 4 indemnes, mais le vrai danger ne fait que commencer. Alors que Jerry sort sa famille de l'épave, il s'aperçoit que certains membres de la foule paniquée se sont transformés en ce qu'il faut bien appeler une horde de zombies sanguinaires qui s'élancent en courant à toute vitesse sur leurs victimes terrifiées. Ok, bordel de merde! C'est la reprise du lundi, pas vrai? J'ai déjà entendu des gens dire que leur trajet du lundi matin était mortel, mais celui-ci est tout simplement ridicule. Je resterai là toute la semaine. Le pauvre Jerry essayait juste d'emmener ses enfants à l'entraînement de foot ou je ne sais pas où. Mais maintenant, il semble qu'ils vont tous s'entraîner à un sport bien différent. Courir pour sauver sa peau. C'est comme si vous jouiez au chat et à la souris contre un groupe de sprinteurs olympiques et que s'ils vous attrapent, vous mourrez d'une mort atroce. Ça a l'air marrant, non? La bonne nouvelle, c'est que Jerry et sa famille ont un niveau de plot armor qui donnerait du fil à retordre à Jason Statham dans The Meg. Et qu'il faudra plus qu'une petite apocalypse zombie pour le ralentir. Quant à nous, nous serions probablement morts dans les 15 premières secondes. Parce qu'il nous faudrait compter sur bien plus que notre belle gueule et une quantité toute particulière de compétences pour nous en sortir en un seul morceau. Alors, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas Brad Pitt avec une formation d'agent secret, voici quelques idées sur la façon dont nous pourrions sortir vivants de cette situation. Les zombies. Nous les connaissons et nous les aimons. Parfois, c'est même nous qui les incarnons. Mais une chose est sûre, quand il s'agit de survivre à des situations horribles, il faut faire preuve d'une grande prudence. En matière de scénario de survie angoissant, rien ne ressemble plus à notre foyer qu'une bonne vieille apocalypse zombie. Que vous soyez un adjoint de Géorgie portant un chapeau de cow-boy ou un journaliste indépendant piégé dans un centre commercial du Colorado, je pense qu'on peut dire sans se tromper que c'est un scénario dont nous avons tous fait le tour une fois ou l'autre. Ils sont plus lents qu'un escargot avec un muscle froissé. Ils traînent les pieds, attendant que vous veniez mettre fin à leur souffrance d'un coup dans la tête. Vous vous demandez sans doute où est le problème. Il suffit de marcher rapidement dans la direction opposée pour que tout aille bien, n'est-ce pas? Eh bien ici, ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de zombies ordinaires à la George Romero. Il s'agit plutôt de zombies du type 28 jours plus tard, ce qui fait d'eux des infectés. Et ça, mes amis survivants, ça change tout. Contrairement aux zombies traditionnels, qui sont des cadavres réanimés par une sorte de magie noire, ces zombies sont le résultat de l'infection d'humains en bonne santé par un virus de la rage inconnu jusqu'alors, qui se transmet d'une personne à l'autre par une morsure. Cette variété de sprinters en particulier ne ressent aucune douleur et ne craint pas le danger. Ils ne peuvent être tués de façon permanente que par un tir en pleine tête ou en étant purifiés par le pouvoir du feu, comme Jerry ici présent le découvrira bien assez tôt. Il y a 2 choses qui le rendent vraiment dangereux. Le fait qu'ils ne se fatiguent jamais et que leur nombre est ridiculement élevé. Essayez simplement de combattre un de ces monstres au corps à corps et vous êtes déjà foutus. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a jamais qu'un seul. Si vous éternuez quand il y en a un dans les parages, c'est tout un tsunami de morts vivants qui vous tombe dessus. Et il suffit d'une seule bouchée pour que vous rejoigniez la fête, les amis.
Imaginez maintenant simplement que vous êtes coincé au milieu d'une ville remplie de ces choses, et vous devriez commencer à voir le problème qui se pose ici. Tout ça pour dire que maintenant que nous avons établi ce à quoi nous sommes confrontés, je pense qu'il est temps de commencer à parler de stratégie. Votre bon ami, le système nerveux sympathique, vous a probablement déjà mis en mode combat ou fuite, et j'espère qu'il a choisi la fuite parce que combattre ici n'est vraiment pas une option. Je me fiche de votre courage. La dernière chose à faire est de se faire surprendre en train de se battre avec un de ces sprinteurs, parce qu'avant même que vous ne vous en rendiez compte, 30 autres sprinteurs seront déjà en route. Au lieu de ça, vous devez mettre le plus de distance possible entre vous et la horde, puis trouver un endroit où vous pourrez vous cacher temporairement et fortifier votre position en attendant que l'agitation initiale de l'épidémie s'estompe. Personne ne dit que ce sera facile, mais si vous êtes créatif, il y a des moyens d'utiliser le chaos à votre avantage. Par exemple, un des seuls avantages que vous avez sur ces infectés est leur faible intelligence. Il faut donc saisir toutes les occasions d'utiliser ce facteur contre eux. Disons que vous êtes poursuivi par l'un d'entre eux dans les rues. À ce moment-là, vous devez utiliser tous les dangers de votre environnement, comme un camion poubelle qui roule à toute allure, les espaces entre les toits, ou même les grandes foules d'autres personnes, pour vous débarrasser de l'infecté. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de courir plus vite que le zombie pour vous enfuir. Vous devez juste courir plus vite que le gars à côté de vous. Et s'il y a une situation qui nécessite d'utiliser d'autres piétons comme bouclier de viande, alors croyez-moi, c'est bien celle-là. Si vous avez la chance de survivre à la première vague, sachez que les choses ne feront qu'empirer. Donc une fois que les zombies commenceront à apparaître, ce sera le moment d'abandonner toute forme de courtoisie. Peut-être que nous pourrons tous nous réunir et chanter Kumbaya plus tard, mais pour l'instant, chaque homme, chaque femme et chaque enfant doit penser à lui seul. Maintenant, si Jerry et sa famille restent là où ils sont, ils auront à peu près les mêmes chances de survie qu'un bébé tortue de mer qui vient de sortir de l'œuf. Leur but ultime devrait être de quitter la ville. Pour ça, il leur faudra trouver un autre véhicule, puisqu'il semble que la Volvo va passer du temps au garage. Il devrait y avoir beaucoup de véhicules abandonnés dans les environs qu'ils pourraient prendre, ce que Jerry s'apprête à faire d'ailleurs. Grâce au plot armor dont nous avons parlé plus haut, vous allez voir qu'il sait déjà à peu près exactement ce qu'il faut faire dans n'importe quelle situation. Mais que se passera-t-il si vous n'avez pas la chance de trouver une voiture? Dans ce cas, il faudra s'échapper à pied. La solution consiste à semer les sprinters par tous les moyens possibles, puis à se réfugier rapidement dans les étages supérieurs d'un grand bâtiment. Vous disposerez ainsi d'un endroit facilement défendable avec une bonne vue sur la ville, ce qui vous permettra de surveiller ce qui se passe. Et quand il semblera que vous pouvez continuer à vous déplacer en toute sécurité, vous devrez juste vous assurer d'avoir un itinéraire de secours au cas où les infectés trouveraient votre cachette. Évidemment, ça ne peut pas faire de mal de prendre une arme quelque part sur le chemin. Vous savez qu'il serait bon d'avoir une certaine puissance de feu. En tout cas, tout ce qu'ils pourront se procurer sera mieux que rien. Quand ils le pourront, ils devront s'éloigner le plus possible de la ville et de tout lieu de rassemblement, parce que le virus se transmet d'homme à homme. À la campagne, il devrait y avoir moins de personnes susceptibles de se faire infecter, et donc moins d'infectés en général, parce qu'il n'y a pas de proie là-bas. Il faut également éviter les camps de réfugiés, les postes de police, les bases militaires ou tout autre endroit de ce genre. Ces endroits peuvent sembler sûrs au premier abord, mais vous devez vous rappeler que les zombies seront toujours attirés par les endroits où il y a de grands groupes de personnes non infectées. Enfin, ils voudront se faire une idée de la situation dans son ensemble et savoir s'il s'agit d'un événement mondial ou d'un événement plus local, parce que ça aura une incidence considérable sur le plan de survie à long terme. Dans le chaos, Jerry est témoin de la morsure d'un homme par un désinfecté, et il apprend qu'il ne faut que 12 secondes à la victime pour se transformer complètement. Après quoi, elle entre instantanément dans une rage incontrôlable et commence à attaquer aveuglément la première personne non infectée qu'elle voit. La bonne nouvelle, c'est que Walter White était là et qu'il a laissé son camping-car déverrouillé, offrant à Jerry et à sa famille le véhicule idéal pour s'enfuir. Ils doivent combattre quelques autostoppeurs un peu trop téméraires en chemin, mais ils parviennent à s'en sortir juste au moment où les militaires perdent complètement le contrôle et où la ville entière se transforme en véritable zone de guerre. Rachel commence à faire une crise d'asthme, obligeant Jerry à s'arrêter sur le bas-côté de la route, et sa sœur trouve un fusil de chasse caché dans un des placards. Au même moment, ils reçoivent un appel de leur ami Terry, un haut fonctionnaire de l'ONU, qui leur explique que la ville de New York a également été perdue. Il dit qu'il pourra leur envoyer un hélicoptère, mais il ne fait pas tout ça par pure bonté d'âme. Il a besoin de l'aide de Jerry pour comprendre ce qui se passe, et il espère pouvoir trouver un moyen d'arrêter l'infection avant qu'il ne soit trop tard. La famille arrive finalement à Newark, dans le New Jersey, et après une visite éprouvante à l'épicerie, ils repèrent un grand immeuble d'habitation où ils semblent pouvoir s'abriter jusqu'au matin, quand Terry pourra leur envoyer un hélico. La voie semble libre au début, mais alors qu'ils arrivent à la porte, une voiture en flammes explose tout à coup à l'autre bout de la rue, attirant une horde de sprinters vers la source du bruit. Les zombies se rapprochant, ils entrent rapidement dans le bâtiment et utilisent une lance à incendie fixée au mur pour maintenir temporairement les portes fermées de l'intérieur.
Ça ne pourra pas les retenir éternellement, mais c'est suffisant pour donner à sa famille une longueur d'avance cruciale, alors qu'ils courent pour se mettre à l'abri dans les étages supérieurs. Après avoir atteint une impasse, ils réalisent qu'ils ont en quelque sorte perdu la trace de Connie. Mais ils finissent par trouver la petite fille devant la porte d'appartement d'une autre famille non infectée, qui aide Jerry et sa famille à entrer. Tandis que les autres s'installent à l'intérieur, Jerry écoute un message d'urgence indiquant qu'il s'agit d'un virus non identifié et qu'ils doivent se préparer à rester dans leur refuge pour une durée pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines. Ok, bon sang, c'était franchement moins une. Après avoir échappé de justesse à Philadelphie dans un premier temps, je ne sais pas trop ce qui a bien pu les pousser à aller à Newark. On peut penser qu'ils avaient besoin de ravitaillement et de rejoindre leur convoi de sauvetage, mais je suis sûre qu'il y aurait encore eu des épiceries et un endroit où faire atterrir un hélicoptère qui ne se trouverait pas dans une des villes les plus densément peuplées de toute la côte Est. Quoi qu'il en soit, Jerry n'a manifestement pas besoin de mon aide, mais pour le reste d'entre nous, cette décision n'aurait probablement pas été la plus intelligente. Maintenant, Jerry vient d'apprendre quelque chose de très important. L'émission de radio a été la deuxième à expliquer que la cause de l'épidémie est une sorte de virus. Et si c'est le cas, il pourrait être possible de simplement attendre la fin de l'épidémie. En règle générale, les virus ont besoin d'un hôte vivant pour se répliquer. Ce qui veut dire que si vous pouvez tenir le temps nécessaire pour que tous les zombies meurent, vous devriez être hors de danger. Plus précisément, les rapports précédents comparaient ce virus à la rage. Et ça, c'est une information importante pour une raison majeure. Comme ce virus, le virus de la rage se transmet par la salive d'un animal infecté, c'est-à-dire par une morsure, et il est mortel à 100% dans tous les cas. La personne infectée mourant de la maladie en 2 à 10 jours seulement, après l'apparition des premiers symptômes. Avec un peu de chance, si on peut considérer que Jerry et sa famille seront capables de survivre pendant seulement 2 semaines, alors la plupart des zombies qui ont été infectés le premier jour pourraient commencer à mourir d'eux-mêmes. Et ils seront alors libres sans même avoir eu besoin de lever le petit doigt. Attendre, c'est la partie la plus facile. Le vrai défi, c'est d'éviter de se faire mordre. Pour l'instant, 2 choix s'offrent à eux. Trouver un endroit où se réfugier ou rester en mouvement. Chacun de ces 2 choix comporte des risques et des avantages. En gros, rester en mouvement vous donne des options, mais vous risquez d'être remarqué. Tandis que rester sur place vous permet de rester caché, mais vous risquez d'être pris au piège et de n'avoir nulle part où vous enfuir. Aucun des 2 choix n'est vraiment idéal. Et en fin de compte, il s'agit simplement de savoir quelles sont les options qui s'offrent à vous à un moment donné. Personnellement, si ce n'était pas parce que Jerry est un type tellement cool que les Nations Unies ont déjà envoyé un hélicoptère de sauvetage militaire pour les évacuer, je suggérerais qu'ils restent ici au moins un petit moment et qu'ils attendent de voir comment les choses vont évoluer. Ils ont de la nourriture, un abri et de l'eau potable. Tant qu'ils n'oublient pas de prévoir un plan d'évacuation au cas où les choses tourneraient mal, ils devraient pouvoir reprendre leurs esprits ici, dans l'appartement. Heureusement pour eux, ils ont déjà un moyen de transport pour quitter la ville. Mais ils devront d'abord réussir à y arriver vivants. Alors ça ne peut pas faire de mal de faire quelques préparatifs. Jerry est sur le point de se fabriquer un gilet pare-balles personnalisé, ce qui semble être une excellente idée. Mais il pourrait aussi fabriquer des boucliers à partir de meubles ou de portes d'armoire si la famille qui vit là ne voit pas d'inconvénient à ce qu'ils saccagent leur appartement. Il pourrait aussi essayer de se couvrir avec des vêtements épais comme une veste en cuir, parce que des couches supplémentaires rendraient plus difficile la pénétration des morsures de zombies. Karine devrait également mettre la main sur une arme, mais il faut éviter de se battre le plus longtemps possible, parce que le bruit ne ferait qu'attirer d'autres sprinteurs. Il devrait donc rappeler aux enfants d'être aussi silencieux que possible, et devrait plutôt mettre au point un système de communication par signes pour éviter de parler à voix haute quand ils se trouveront dans une zone dangereuse. Comme les zombies sont attirés par le bruit, ils peuvent aussi essayer de l'utiliser contre eux en les détournant quelque peu de leurs objectifs. Par exemple, en demandant à Jerry de se rendre seul de l'autre côté du bâtiment, puis de créer un grand bruit pour attirer les zombies là-bas, ce qui devrait leur permettre à lui et à sa famille de monter plus facilement sur le toit. Le lendemain matin, Jerry tente d'avertir l'autre famille qu'elle aura de meilleures chances de survie si elle continue à se déplacer. Lui et sa famille doivent encore rejoindre l'hélicoptère sur le toit, mais il sait qu'ils rencontreront probablement des problèmes en chemin. Alors pendant que les autres se préparent à partir, il utilise du ruban adhésif pour améliorer son arme et attache des magazines à ses avant-bras en guise de gilet de protection. Avec Jerry en tête, il tombe tout à coup dans une embuscade tendue par un infecté qui était déjà tapi dans l'obscurité. Le bruit de l'attaque attire l'attention de tous les autres zombies de l'immeuble. Sa famille court dans les escaliers, tandis que Jerry retient la vague de zombies aussi longtemps qu'il le peut. Mais il est finalement submergé juste au moment où l'hélicoptère arrive pour les récupérer. À la dernière seconde, le fils de l'autre famille, Tommy, parvient à lui sauver la vie, et tous deux se précipitent à la rencontre des autres à l'extérieur. Il s'avère que l'appartement du garçon a été attaqué quelques minutes après le départ de Jerry et de sa famille. Bien que ses parents n'aient pas survécu, Tommy a pu s'échapper. Mais ils ne peuvent pas encore se reposer, parce que d'autres zombies sont en chemin. Heureusement, l'hélicoptère arrive juste à temps pour qu'ils puissent tous les 5 sauter à bord.
Après un long vol de plus de 300 km au-dessus de l'océan Atlantique, ils arrivent enfin à bord d'un navire de la marine et rencontrent Terry. Pendant que Karine et les fils reposent dans leur couchette, Terry lui donne un aperçu de ce qu'il a appris jusqu'à présent. Et la situation n'est pas bonne. Mais un de leurs meilleurs scientifiques a une idée sur la façon dont il pourrait l'arrêter. Il est convaincu que l'infection doit provenir d'un virus, ce qui veut dire qu'il est encore possible de mettre au point un vaccin. Mais pour ça, il faut savoir comment l'infection a commencé. D'après leurs informations, le premier message faisant état d'une attaque de zombies est venu d'une base américaine en Corée du Sud. Ils envoient donc Jerry avec le médecin et une équipe de Navy Seals pour aller vérifier. Quelques heures plus tard, le pilote les réveille alors qu'ils approchent de la piste d'atterrissage du camp. Mais quelques instants après avoir touché le sol, ils sont immédiatement attaqués par un des sprinters, ce qui oblige l'équipage à ouvrir le feu. Et tout le monde commence instantanément à paniquer. Terrifié, le docteur remonte la rampe d'atterrissage. Mais il glisse accidentellement et est tué avant que Jerry ne puisse l'arrêter. La mission semble terminée avant même d'avoir commencé. Mais à ce moment-là, une autre équipe de soldats qui a survécu au camp vient à leur rescousse et les fait entrer dans leur refuge avant qu'ils ne soient complètement submergés. Une fois en sécurité à l'intérieur, Jerry explique qu'il est à la recherche d'un remède et le capitaine l'emmène sur les lieux où l'épidémie s'est déclarée. Alors qu'il était sur le terrain, le médecin du camp a été mordu par un homme qui était censé être mort. Mais il s'est transformé une fois rentré à la base, avant de se déchaîner et d'infecter des dizaines d'autres personnes. Ils ont réussi à reprendre le contrôle de la situation, mais tous les documents relatifs à l'origine du virus ont été détruits dans l'incendie qui a éclaté pendant l'attaque. Jerry se retrouve donc dans une nouvelle impasse, mais quelqu'un d'autre à la base est sur le point de l'aiguiller dans la bonne direction. Dans une des cellules des prisonniers, il y a un ancien officier de la CIA qui a été arrêté pour avoir vendu des armes à des pays ennemis. Ce type est un peu dérangé, mais il semble être au courant que Jérusalem aurait apparemment bouclé toute la ville quelques jours avant le début de l'épidémie, comme s'il savait qu'elle allait se déclarer. Il dit à Jerry de rencontrer un agent de renseignement nommé Jürgen Wormbrunn pour obtenir des réponses. L'étape suivante consiste à ramener Jerry à son appareil. Mais ce ne sera pas facile. Les soldats attendent qu'une tempête de pluie masque leur bruit et se mettent en route discrètement, tandis que Jerry et son pilote se dirigent vers la piste d'atterrissage à vélo. Pendant une minute, leur plan semble fonctionner. Mais juste à ce moment-là, Jerry reçoit un appel de sa femme. Et tout le plan se transforme instantanément en un véritable merdier. Le capitaine se précipite rapidement avec le camion-citerne pour se frayer un chemin à travers la horde, tandis que les autres soldats les couvrent depuis les toits. Ils finissent par arriver à l'avion juste à temps, mais le capitaine et les derniers Navy Seals sont tués pendant l'attaque, ne laissant que Jerry et le pilote encore en vie au moment où l'avion décolle. Et les zombies restants sont projetés hors de la soute du cargo. Bon, alors ça, c'était un putain de désastre. Ils se sont rendus en Corée du Sud en pleine apocalypse zombie, n'ont rien appris et ont tué une douzaine de personnes. Et le meilleur virologue du pays, qui était d'ailleurs la personne la plus susceptible de trouver un remède à ce fléau, a été tué lui aussi dans le processus. Je pense donc qu'on peut dire que cette petite escapade ne s'est pas déroulée comme prévu. Au moins, le capitaine Plot Armor est toujours en vie. Et croyez-moi, ce n'est qu'un début. Voyons ce qui n'a pas fonctionné et si nous ne pouvons pas trouver quelques solutions potentielles. Une chose qu'ils ont bien faite, c'est d'essayer de rester aussi silencieux que possible, puisque tout le monde a maintenant compris que les zombies sont attirés par le bruit. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est que personne n'a encore eu l'idée d'utiliser cet attrait pour le bruit à son avantage. Quoi qu'il en soit, envoyez une petite équipe pour faire diversion la prochaine fois. Laissez-les attirer les zombies loin de l'avion en faisant beaucoup de bruit ailleurs. Puis, pendant qu'ils reviennent tranquillement à la base, vous pourrez faire le plein de l'avion sans attirer l'attention de tous les sprinters du pays. Ceci étant dit, il est important de noter que le bruit de l'atterrissage de l'avion n'est pas ce qui a attiré les zombies. Un zombie est venu enquêter et a attaqué. Mais ce n'est qu'après avoir tué ce zombie que le reste de la horde a décidé de se montrer. Ça veut dire qu'il faut éviter de les combattre à tout prix, parce que tuer un zombie ne fera qu'empirer la situation. Parce que même si vous réussissez à l'abattre discrètement, les autres pourraient peut-être le sentir d'une manière ou d'une autre et se ruer immédiatement sur vous. Tout comme le facteur bruit, ça peut aussi être utilisé contre eux si vous êtes créatif. Il faut juste faire attention à ce que vous êtes sur le point de faire vaille le risque de les mettre tous en colère. Quant au reste de leur stratégie, elle était effectivement plutôt bonne. À part le fait que cet abruti de Jerry a oublié de mettre son téléphone en mode silencieux, ce qui a fait tuer tout le monde. Les vélos étaient une bonne idée pour les aider à se déplacer aussi vite que possible sans faire trop de bruit. Mais ils ont raté une occasion de rendre le trajet encore plus facile. Puisqu'ils connaissaient déjà la route qu'ils allaient emprunter, ils auraient pu sortir en douce à l'avance et mettre en place des pièges pour pouvoir éliminer plusieurs zombies en chemin. C'est une base militaire après tout, donc ils devraient avoir plein de choses qui font boum.
En suivant la même logique, ils auraient aussi pu créer des diversions soit en utilisant des explosifs, soit grâce à des dispositifs sonores comme moyen de rediriger les zombies loin de l'avion, si et quand ils se retrouveraient dans une mauvaise posture. Maintenant, avant d'aller à Jérusalem, il y a une dernière chose que je voudrais souligner. Nous avons appris ici, au fil du temps, que le délai de 12 secondes évoqué par Jerry pour déclencher l'infection n'est pas nécessairement vrai. Une personne peut se faire mordre et tenir plus longtemps avant de devenir un zombie à part entière. Peut-être que certaines personnes sont naturellement plus résistantes au virus pour une raison inconnue. Et c'est quelque chose que les responsables devraient prendre en considération comme un remède potentiel, pendant que Jerry sera toujours sur le terrain à essayer de traquer la source originelle du virus. Après un long vol, ils arrivent enfin à l'aéroport de Jérusalem. Et pour une fois, ils constatent que la ville est toujours debout, du moins pour l'instant. Jerry est rapidement emmené à rencontrer Jürgen qui lui explique comment ils ont réussi à faire beaucoup mieux que partout ailleurs. Il s'avère qu'ils ont intercepté très tôt un message de l'armée indienne au sujet d'une épidémie de zombies. Mais contrairement à d'autres pays, ils ont décidé de prendre la chose au sérieux. Bien que la majorité pensait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, dans son organisation, un agent sur 10 doit toujours supposer que les 9 autres ont tort, aussi improbable que ça puisse paraître. Et dans ce cas, il était le 10e homme. Et il se trouve qu'il a eu raison. Au final, leur survie a été due aux fruits du hasard. Mais ça a marché. Et même s'ils n'ont toujours aucune idée de l'origine de la maladie, ils ont accueilli autant de réfugiés que possible dans l'espoir de vaincre l'épidémie en lui coupant les vivres. Jusqu'à présent, le plan fonctionne. Mais personne ne survit longtemps quand Jerry est là. À ce moment précis, le bruit de la foule en fête attire l'attention des zombies, qui forment instinctivement des échelles humaines à partir de leur propre corps. Et ils franchissent les murs de la ville. En quelques secondes, le chaos éclate et des centaines de zombies commencent à franchir les murs et à s'écraser dans les rues en contrebas, forçant Jerry et la foule entière à courir pour leur vie. Jerry se joint rapidement à un groupe de soldats qui le ramène à travers les rues vers son avion. Ils évitent quelques expériences de mort imminente en chemin, mais leur route est finalement coupée par une autre horde de morts vivants, et ils décident de se réfugier dans un bâtiment à proximité pour se mettre à l'abri. Pendant l'attaque, Jerry remarque quelque chose d'incroyablement étrange. Il y a un garçon qui a l'air malade, qui se trouve seul à l'extérieur. Mais pour une raison inconnue, les zombies l'ignorent complètement comme s'il n'était même pas là. Les soldats ont réussi à repousser la horde pour le moment, mais juste quand il semblait être en sécurité, un zombie apparaît et arrache un morceau de la main de cette femme, Sigen. Jerry s'empare soudain d'une machette et tranche la main de la femme d'un coup sec. C'est une solution brutale, c'est vrai, mais elle le remerciera plus tard, parce qu'à la surprise générale, la femme ne se transforme pas. Ok, je dois te le reconnaître, Jerry, c'était une réflexion éclair au top ici. Tu devrais peut-être demander la permission à la personne avant de l'amputer d'un membre la prochaine fois. Mais comme elle ne s'est pas transformée en zombie, je pense qu'on peut laisser passer pour cette fois. Maintenant, faisons une petite pause avant de reprendre le fil de l'action et passons en revue ce que nous venons d'apprendre. Étant donné que l'opération de Jerry dans l'arrière-cour a été un succès, il semble qu'on puisse arrêter l'infection si on parvient à isoler la blessure avant que le virus ne passe entièrement dans le sang de la victime. C'est bon à savoir, mais le seul problème, c'est que ça va à l'encontre de ce que nous avons entendu en Corée du Sud. Les soldats sud-coréens ont déclaré que les personnes infectées ne se transformaient qu'au bout d'une dizaine de minutes après avoir été mordues. Et le médecin de leur base a tenu encore plus longtemps. Ça signifie que Sigen pourrait très bien se transformer à tout moment. Alors je la surveillerai de près juste au cas où. Mais il est bon d'avoir au moins une option qui pourrait sauver la vie de quelqu'un s'il se fait mordre. Pendant leur fuite, Jerry et les soldats ont fait bon usage d'un point d'étranglement entre les bâtiments pour leur donner un peu d'espace par rapport à la horde. Nous devrions garder ce mouvement à l'esprit la prochaine fois que nous serons poursuivis par un grand groupe et essayer de nous serrer dans un endroit plus étroit afin que les sprinters soient forcés de s'embouteiller, ce qui pourrait même les amener à se coincer les uns aux autres pendant un moment comme ils l'ont fait ici. La seule chose que Jerry peut faire maintenant, c'est de continuer à avancer aussi vite et aussi prudemment qu'il le peut jusqu'à ce qu'il soit en mesure de rejoindre l'avion à l'aéroport. Pour n'importe qui d'autre, ce serait une tâche presque impossible, mais je pense qu'il est déjà assez évident que Jerry ne rencontrera pas trop de problèmes, ce qui nous permet de nous concentrer sur la situation dans son ensemble. Et bien que nous ne sachions toujours pas d'où vient le virus, Jürgen a fait une excellente remarque sur le fait de couper l'approvisionnement en nourriture des zombies en accueillant les survivants ici. Pour reprendre le contrôle, les gouvernements mondiaux doivent rassembler le plus grand nombre possible de survivants dans des communautés fortifiées. Et sans nouvelles victimes à infecter, le virus devrait s'éteindre de lui-même. Le problème, c'est que tout grand groupe de personnes fera trop de bruit et finira inévitablement par les attirer. Il faut donc que le risque soit bien calculé. En ce qui me concerne, je pense toujours que le meilleur plan est de partir seul quelque part au milieu de nulle part, de creuser un trou tout autour de ma maison et de le remplir d'essence.
Pendant ce temps, Jerry, lui, travaille toujours à la mise au point du vaccin, mais il est sur le point d'avoir une idée qui va tout changer. Après lui avoir fait un bandage, ils arrivent enfin à l'aéroport, juste au moment où le pilote de Jerry décide qu'il en a assez vu et abandonne son poste en les laissant pour morts. Ce qui est honnêtement la décision la plus intelligente que quiconque ait prise jusqu'à présent. Mais leur chance n'a pas encore tourné. Et ils parviennent à monter à bord d'un avion commercial rempli d'autres civils, juste au moment où il est sur le point de décoller. Pendant que des chirurgiens désinfectent, Jerry commence à se demander pourquoi les zombies semblent complètement ignorer certaines personnes, comme le garçon malade qu'il a remarqué pendant l'attaque. Et ça lui donne une idée. Il utilise son téléphone satellite d'urgence et réussit à joindre Terry, à qui il explique qu'il a besoin de trouver le centre de recherche de l'OMS le plus proche, afin d'y rassembler le nécessaire pour faire des vaccins. Après avoir passé le téléphone au pilote, il décide d'atterrir sur un aéroport du Pays de Galles, ce qui devrait permettre à Jerry de se rapprocher de l'installation située à proximité. Le seul problème, c'est que cet avion n'arrivera jamais à destination en un seul morceau. Alors que tout le monde se repose, une des hôtesses de l'air ouvre un compartiment de rangement à l'arrière de l'avion et elle se fait attaquer par un zombie passager clandestin qui se cachait à l'intérieur. Presque instantanément, les zombies commencent à se déchaîner dans la moitié arrière de l'avion et Jerry demande silencieusement aux autres passagers de sa section de barricader les allées avec autant de bagages qu'ils pourront rassembler. C'est un bon plan, mais ça ne pourra pas les retenir indéfiniment et les zombies se feraient rapidement un chemin, menaçant d'infecter tous les occupants à bord. Jerry se rend compte qu'il n'a d'autre choix que de lancer une grenade, faisant ainsi un trou énorme sur le côté du fuselage qui envoie les zombies en chute libre vers la terre, aspirés par la décompression. Ça règle le problème des zombies, mais ça pose un tout autre problème maintenant, parce que l'avion est en train de s'écraser. L'avion se disloque au moment de l'impact avec le sol, tuant toutes les personnes non infectées et tous les zombies restés à bord, à l'exception de Jerry et de Sigen. Mais ce dernier est gravement blessé, un morceau de métal tranchant lui ayant transpercé le côté du ventre. Avec l'aide de Sigen, Jerry traverse à pied la ville vide voisine, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le centre de recherche médicale, où ils s'effondrent d'épuisement et de douleur juste devant la porte d'entrée. Ok, si vous êtes comme moi, vous avez probablement pensé que les zombies seraient le plus grand danger de l'apocalypse zombie. Mais je pense que nous avons appris au cours de la dernière heure que Jerry est la véritable menace pour la société telle que nous la connaissons. Il n'a peut-être pas fait de conneries comme on en voit habituellement, mais on ne peut pas nier que partout où il va, Jerry laisse dans son sillage un cortège de morts et de destructions indicibles. Et c'est tellement grave que je me dis que nous devrions prendre un moment et laisser les choses se dérouler comme elles le méritent. Rappelez-vous de toute cette gentille famille de Newark qui a accueilli Jerry et sa famille de manière si désintéressée. Eh bien, ils n'ont pas tenu 12 heures après que Jerry la faucheuse se soit présentée à leur porte. Et c'est déjà pas mal comparé à ses autres victimes, si vous voulez mon avis. Ils auraient pu continuer à survivre dans leur appartement, mais il est arrivé avec tous les zombies de la ville à ses trousses. Il a démoli la barricade qu'ils avaient érigée dans l'escalier. Il les a utilisés pour se nourrir et s'abriter, et il a disparu juste avant que les sprinters ne frappent à leur porte. Ce petit gars Tommy est maintenant littéralement orphelin à cause de Jerry ici. Et à vrai dire, la situation ne fait qu'empirer. Nouvelle étape, la Corée du Sud, où Jerry a anéanti à lui seul une base militaire entière de soldats entraînés, parce qu'il a oublié de mettre son téléphone en mode silencieux. Même tout ça n'a pas suffi à satisfaire sa soif de sang suffisamment longtemps, parce qu'il s'est ensuite rendu à Jérusalem pour y provoquer des destructions encore plus importantes et sans précédent. D'accord, ce n'était techniquement pas sa faute si on met ça sur le compte de la foule en fait, mais quand on y pense vraiment, il semble que le bruit du dernier avion cargo militaire atterrissant à l'aéroport soit un peu plus important que celui de quelques personnes en train de chanter une chanson. Alors il a certainement contribué à la disparition de la ville, à défaut d'autre chose. Maintenant, l'incident de l'avion n'était que la cerise sur le gâteau. Et comme ça se produit généralement chaque fois que quelqu'un est assez fou pour laisser Jerry monter à bord, il n'y a plus aucun survivant. Si j'étais le personnel de l'OMS, je fermerais les portes à clé et je ferais semblant qu'il n'y a personne à la maison avant qu'ils ne nous tuent tous. Au moins, il est enfin dans un endroit où il peut leur faire part de son idée de vaccin. Mais le problème, c'est que ça va être plus compliqué qu'il ne le pense. Avec un peu de chance, il pourra peut-être encore se racheter. Mais quand on finit par être plus dangereux que les zombies eux-mêmes, Jerry, tu as merdé. Quand Jerry finit enfin par se réveiller, 3 jours entiers se sont déjà écoulés. Sigen est là aussi, toujours en un seul morceau. Enfin, à l'exception de sa main manquante. Il est maintenant temps pour Jerry d'expliquer son plan. Il dit que ce dont ils ont besoin, c'est d'une maladie extrêmement mortelle mais guérissable, comme moyen possible d'arrêter l'épidémie. D'après son expérience sur le terrain, il a remarqué quelques incidents étranges où les zombies semblaient ignorer complètement une personne en particulier, sans raison précise.
Selon Jerry, le lien doit être que toutes ces personnes étaient en phase terminale ou gravement blessées autrement, et que les infectés ont choisi de les ignorer parce que le virus sait naturellement qu'il a besoin d'hôtes sains pour continuer à se propager. En rendant tous les habitants du monde malades d'une autre maladie, ils pourront se rendre pratiquement invisibles aux yeux des zombies, en utilisant la maladie comme une forme de camouflage, ce qui leur permettra de couper l'approvisionnement en nourriture du virus, de créer de nouvelles poches de société et de commencer progressivement à reconquérir les villes. Les médecins s'accordent à dire que ce plan est tellement dingue qu'il pourrait bien fonctionner. Mais un problème majeur se dresse sur leur chemin. Tous les échantillons d'agents pathogènes se trouvent dans l'aile B des installations, et celle-ci a déjà été complètement envahie par les zombies. Après s'être équipés d'une armure à base de rubans adhésifs et de quelques armes improvisées, Jerry et Sigen sont presque prêts à effectuer le trajet. Le médecin-chef des installations a décidé de les accompagner lui aussi. Et bien que son équipe ne soit pas très enthousiaste à cette idée, il est convaincu qu'ils se perdront rapidement sans quelqu'un qui connaît déjà le bâtiment. Alors qu'ils franchissent tous les trois le seuil de l'aile abandonnée, le médecin donne à ses collègues l'autorisation de les y enfermer, au cas où quelque chose tenterait de franchir les portes avant qu'ils ne reviennent. Et les autres les surveillent à l'aide des caméras de sécurité. Jerry, Sigen et le docteur commencent à s'enfoncer prudemment dans l'aile abandonnée. Ils finissent par arriver à un labo où une demi-douzaine de zombies sont enfermés, et ils doivent se déplacer lentement un par un pour passer la porte en verre et ne pas se faire remarquer. Bien que ce soit de justesse, ils parviennent à passer sans donner l'alerte, mais leur chance ne va sûrement pas durer éternellement. Le labo dont ils ont besoin se trouve à l'étage inférieur, et jusqu'à présent, ils ont réussi à ne pas compromettre leur couverture. Mais alors qu'il est distrait par un des zombies, le docteur heurte accidentellement une poubelle en métal, ce qui fait un bruit d'enfer. Le zombie tourne instantanément sur lui-même et vise Jerry. Sigen ouvre brusquement le feu pour lui sauver la vie. Mais du coup, tous les autres zombies de l'immeuble savent maintenant exactement où il se trouve. Terrifiés, Jerry et les autres se mettent immédiatement à courir vers la pièce sécurisée, poursuivis de près par les zombies. Quand ils arrivent à un croisement dans les couloirs, Jerry prend la décision de se séparer du groupe, en faisant le plus de bruit possible, dans l'espoir d'inciter le plus grand nombre de zombies à le poursuivre lui, au lieu des autres. Pendant ce temps, Sigen et le docteur atteignent le laboratoire et découvrent qu'il est complètement obstrué par les zombies, ce qui ne leur laisse aucun moyen de passer. Heureusement, ils parviennent à retourner sur leurs pas et à se mettre à l'abri, barricadant les portes au dernier moment. Mais Jerry est toujours coincé à l'intérieur du complexe. Le gros des zombies étant distrait par les autres, Jerry trouve finalement le chemin de la salle en question. Mais sans l'aide du docteur, il n'a aucune idée des échantillons d'agents pathogènes qui fonctionneront. Alors il se contente d'en rassembler le plus possible dans une petite boîte en métal. Maintenant qu'il a ce qu'il voulait, il est temps pour Jerry de se mettre à l'abri. Mais c'est alors qu'il se rend compte qu'un médecin zombie bloque la seule sortie, et qu'il a laissé sa seule arme de l'autre côté de la porte. En considérant ses options, Jerry réalise qu'il ne lui reste qu'une seule chose à faire. Il va devoir tenter l'expérience sur lui-même. Mais sans l'avis du docteur, il n'a aucun moyen de savoir quel échantillon utiliser. N'ayant pas d'autre choix, il tend une pancarte à la caméra de sécurité avec un message pour que les autres disent à sa famille qu'ils les aiment, avant de choisir un des échantillons au hasard et de s'injecter la maladie inconnue. Ok, bon, attendez une minute là. Vous voulez dire qu'après tout ce que nous avons traversé, toutes ces innombrables vies perdues pour que nous puissions arriver jusqu'ici, nous allons remettre le sort de l'humanité entre les mains d'un heureux hasard? Non mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Je sais que je ne suis clairement pas la plus brillante des scientifiques dans la pièce, mais quelqu'un peut-il me dire lequel de ces cerveaux a pensé que ce serait une bonne idée d'envoyer Jerry ici en mission suicide, ou pour le moins, sans une liste des échantillons à récupérer une fois qu'il y serait? C'est un niveau de stupidité que je n'aurais même pas cru possible d'atteindre, ou encore moins d'en être témoin de mes propres yeux. La vérité, c'est que le plan a été bâclé dès le début. Le docteur aurait dû leur dessiner un plan de la zone au lieu d'y aller avec eux. Pour 2 raisons. Moins de gens veut dire moins de bruit pour attirer les zombies. Et en plus, la société va quand même avoir besoin de ses talents de médecin pour fabriquer le vaccin. Et pour finir, quand Jerry devait décider quelle fiole choisir, ils auraient pu facilement utiliser la caméra de sécurité pour signaler oui ou non s'il était possible de la contrôler. Je pensais que ces personnes étaient censées être intelligentes, mais honnêtement, j'ai dû me tromper sur ce point. Maintenant, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire d'expliquer pourquoi, mais le simple fait de choisir une fiole au hasard dans une boîte remplie des maladies les plus mortelles connues de l'homme est un geste d'une incroyable témérité. Espérons qu'il ne s'est pas injecté la peste bubonique, mais je suppose que maintenant, tout ce que nous pouvons faire est d'attendre et de voir comment ça va se passer. Après avoir attendu ce qui semble être un temps assez long pour que l'infection s'installe réellement, Jerry prend son courage à 2 mains et ouvre la porte. Le zombie entre en claquant des dents directement devant son visage, mais comme par hasard, il passe à côté de Jerry comme s'il n'était même pas là.
Le plan a fonctionné et Jerry utilise une machine à soda pour attirer les zombies restants loin de la zone sécurisée, passant au milieu de la horde alors qu'ils chargent vers la direction opposée. Une fois de retour au laboratoire, les médecins sont en mesure de lui injecter un antidote contre la maladie mystérieuse et maintenant, ils ont enfin leur arme secrète. Quelque temps plus tard, Jerry est enfin en mesure de retrouver sa famille qui l'attend en toute sécurité dans un centre militaire en Nouvelle-Écosse. Quant au reste du monde, la route est encore longue. Mais maintenant que ce nouveau vaccin a été découvert, ils peuvent commencer à reprendre le monde aux infectés, une ville après l'autre. Il a peut-être fait tuer presque tous ceux qu'il a croisés sur son chemin. Mais au bout du compte, Jerry a appris une précieuse leçon. Quand il s'agit de survivre à une apocalypse zombie, la meilleure défense est toujours une quantité folle de plot armor. Mais qu'auriez-vous fait? Honnêtement, s'il y avait une épidémie de zombies, je survivrais à cette saloperie. Mes amis et ma famille me disent toujours « Alors toi, tu serais la première personne à mourir dans une apocalypse zombie. Tu es si flemmarde, si lente. » Sérieusement, vous voyez ce que je veux dire? Je te vois bien mourir en premier dans cette apocalypse zombie. Putain, vous savez combien de films de Die Hard j'ai vus? Vous savez combien de Rambo j'ai vus? Je sais comment survivre dans la jungle. Je chope le zombie comme ça et je le... Vous voyez ce que je veux dire? Aucun zombie n'aura raison de moi. Mais dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!